Jeux Olympiques. D'abord, l'interview politique de la matinale. Et Alix Bouillaguet, vous recevez ce matin Cyrielle Châtelain, la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée. Et on va peut-être aussi voir ce qui se passe du côté des écologistes pour les européennes. Et oui, c'est en moins de 3 Comment mois. se passe cette campagne exactement? C'est parti pour l'interview politique de la matinale. Bonjour Cyrielle Châtelain. Bonjour. Vous présentez aujourd'hui de nouveaux résultats de tests de contamination aux polluants éternels qu'on trouve notamment dans les emballages alimentaires, dans les poêles. Ils provoquent notamment, entre autres, des cancers ou des problèmes de fertilité. Il y a une dizaine de personnalités qui ont accepté de se faire tester, de se faire couper une mèche de cheveux. Il y a notamment l'animateur Nagui. Il y a aussi l'athlète Kevin Mayer. Est-ce que vous avez les résultats ? Alors oui, mais ils seront donnés par les personnes qui ont été testées cet après-midi. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a testé 14 députés. 100% des députés avaient des traces de polluants éternels dans leur corps, dans leurs cheveux. Qu'on a fait tester des habitants de nos circonscriptions. Dans la mienne, dans la deuxième circonscription de l'Isère, sur 12 personnes testées, 11 avaient des traces de polluants éternels. Et si on prend l'ensemble de nos circonscriptions, c'est 99% des personnes testées qui ont des traces de polluants éternels dans leur corps. Donc une fois qu'on a posé ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les interdire? Vous avez un projet, une proposition de loi qui va être examinée le 4 avril. Est-ce que vous pourriez trouver une majorité sur ce texte et notamment peut-être avec le gouvernement qui lui aussi travaille sur ces sujets? On doit trouver une majorité sur ce texte. Le 4 avril, Nicolas Thierry présente une proposition de loi pour interdire les polluants éternels. Pourquoi? Parce que ça a des impacts en termes de santé très concrets. Ça augmente les risques de cancer, ça augmente les risques d'hypertension artérielle, ça fait baisser la fertilité. Et le président de la République l'a dit, il veut un plan de baisse contre la fertilité. Le 4 avril, nous lui proposons une première étape, l'interdiction des polluants éternels. Et ça, vous pensez que vous pourrez obtenir la majorité pour faire passer ce texte? J'estime que la majorité est tenue par la parole présidentielle. Donc s'ils veulent mettre en acte les mots du président de la République sur l'infertilité, ils doivent adopter le texte présenté par les écologistes. C'est des mesures très concrètes. Les polluants éternels, vous l'avez dit, c'est un peu partout parce que c'est c'est des substances très résistantes. C'est des molécules en fait qui sont quasi indestructibles. Donc en fait, ça rend les choses imperméables, résistantes au froid, au chaud. On les trouve dans les poêles, par exemple. Donc c'est très utile, mais c'est très résistant. Donc on le trouve dans l'eau, c'est-à-dire par exemple dans l'eau, 100% de l'eau de pluie est contaminée aux polluants éternels. Vous faites aussi des tests, d'ailleurs vous me parlez de l'eau, des prélèvements depuis fin février sur l'eau du robinet dans 25 communes. Tout à fait. J'en cite quelques-unes, Lorient, Narbonne, à Annecy. Et là vous voulez instaurer un système de pollueurs-payeurs pour que les pollueurs, les industriels responsables financent la décontamination de l'eau. Ça aussi, ça peut aboutir? Bien sûr, alors je voulais juste finir, il y en a partout, mais je voulais quand même rassurer les personnes qui nous regardent pour dire on a des solutions alternatives. Par exemple, en Allemagne, on a identifié 12 solutions alternatives aux polluants éternels, notamment dans les papiers alimentaires. Donc on sait faire autrement. Et ça, c'est un message important. En fait, l'idée, c'est qu'on peut faire autrement, on sait faire autrement. Et sur la pollution de l'eau, aujourd'hui, on a la métropole de Lyon qui met en justice Arkema, Dekin, justement pour appliquer ce principe pollueur-payeur, pour faire reconnaître par la justice leur responsabilité dans la pollution de l'eau et qu'après, ça soit les entreprises qui soient tenues de contribuer financièrement à la dépollution. C'est important, ils ont fait des profits pendant des années en mettant en danger la santé, ils doivent contribuer financièrement à la dépollution. Un mot également sur ce qui va se passer aujourd'hui au Sénat. Le CETA, cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Le Sénat donc est censé ratifier cet accord qui fonctionne depuis quelques années. Pourtant, les écolos, vous allez voter contre et vous allez voter contre tout comme les Républicains. Alors les écolos, on se bat depuis des années contre les traités de libre-échange. Oui, nous allons voter contre. C'est un combat de très longue durée. Aujourd'hui, ces accords mettent en concurrence les agriculteurs français et les agriculteurs canadiens. Et ce que ça crée, c'est une course au moins-disant social. Mais pourtant, cet accord, puisqu'il est déjà en fonctionnement, il est plutôt globalement favorable aux Français et notamment aux agriculteurs français. La première chose, c'est qu'il est en application sans qu'il y ait eu de vote. C'est un problème démocratique. Depuis 2017, il est en application. Le Parlement n'a pas été saisi. Enfin, l'Assemblée a été saisie, le Sénat n'a pas été saisi. Il faut aller au bout du vote et aujourd'hui, le vote serait perdu. Le CETA ne s'appliquerait pas. La deuxième chose, vous avez raison, pour le moment, la balance d'exportation est plutôt en faveur de la France. Mais en fait, c'est des chiffres à l'instant T.
rien ne dit que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, ces chiffres ne vont pas s'inverser et seront Non, mais là, au profit ça fait du 6-7 ans qu'il est appliqué et pour l'instant, c'est globalement très favorable aux agriculteurs français. C'est favorable à la France. Après, la question, c'est est-ce que c'est favorable aux agriculteurs français? Aujourd'hui, c'est favorable à Lactalis. Mais par exemple, le lait, on voit bien, moi je le vois dans ma circonscription, je le vois Haute-Saône dont je suis originaire, le prix du lait a baissé aux agriculteurs. Donc certes, c'est favorable aux grands groupes, mais c'est défavorable aux agriculteurs. Donc vous pensez... Ça n'a pas permis d'augmenter le prix du lait pour les agriculteurs. Et donc vous pensez qu'il y a de fortes chances pour que le Sénat ne le ratifie pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut imaginer que le Canada porte plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce contre la France? Mais ça veut dire qu'à un moment, il faut faire les choses à l'endroit. C'est-à-dire que quand on a un projet comme le CETA, il faut d'abord passer par le Parlement, s'assurer qu'on a un soutien. Pourquoi il n'a pas fait le gouvernement? C'était par... Mais parce qu'il savait qu'il allait perdre. Je ne vois pas d'autre raison. Et en fait, ce n'est pas acceptable, depuis 8 ans, d'avoir une mise en concurrence, je le dis, des agriculteurs français et des agriculteurs canadiens, d'avoir cette course au moins-disant social et de ne pas, à un moment, passer par les organes démocratiques. Et il n'y a pas que la France qui ne l'a pas ratifié. Il y a d'autres pays européens qui ne l'ont pas ratifié. Ce n'est pas possible. Et après, la mobilisation des agriculteurs qui nous expliquent qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. On doit pouvoir les écouter et on doit en tirer les conclusions. C'est-à-dire qu'il faut arrêter des traités de libre-échange qui, effectivement, permettent d'importer des produits. Je prends l'exemple des produits canadiens. Il y a 40 molécules de pesticides qui sont autorisées au Canada, mais, y a des clauses miroirs, mais qui sont interdits en France. Ça veut dire qu'en plus, on fait venir des produits dont on ne sait pas s'ils ne contiennent pas des produits qui sont interdits en France pour des raisons de santé. Donc pour nos agriculteurs comme pour notre santé, il ne faut pas que le CETA puisse s'appliquer. Les agriculteurs qui ont été quand même au cœur de cette campagne des européennes... Ils le sont encore. Ils le sont encore, ils le sont toujours. Votre tête de liste, Marie Toussaint, elle est toujours derrière le Parti socialiste et voire même dans certains sondages derrière les Insoumis. Certains la jugent un peu trop discrète. Est-ce qu'elle manque de personnalité, de charisme, Marie Toussaint? Marie Toussaint ne manque pas de personnalité, je peux vous l'assurer. Moi, je la connais depuis 20 ans. C'est quelqu'un d'extrêmement déterminé, d'extrêmement fiable. Et effectivement, elle fait partie de ces personnalités travailleuses qui font les choses, on va dire, pas à pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle a une stratégie qui est assez claire. C'est-à-dire qu'elle a commencé par faire du terrain. Effectivement, elle ne fait pas le tour des plateaux, mais c'est parce qu'elle fait le tour de France. Elle était en Isère, elle était en Franche-Comté, elle a été à Nantes. En fait, elle fait le tour de France, elle voit les militants, elle fait des réunions publiques et ça fonctionne. Nous, depuis en Isère, depuis que Marie Toussaint est passée, j'ai des militants qui, tous les jours, vont tracter. Et c'est-à-dire que oui, c'est une campagne qui commence par le contact. Mais quand on voit le score de Raphaël Glucksmann, on se dit... Bah, c'est pas un score, c'est un sondage. Un sondage, effectivement, il est aux alentours de 11%, 12%, ça dépend des instituts de sondage. Est-ce que c'est pas dommage de ne pas avoir fait une liste commune avec les écologistes, les socialistes, place publique? Ça aurait été plus efficace? Non, la question, c'est le bulletin de vote. Il y a une question qui est posée le 9 juin, c'est quelle Europe voulons-nous? Quand on met un bulletin vert, on sait qu'on dit 2 choses. On dit que oui, on veut de l'Europe, on sait que l'Europe fait partie des solutions. Et la deuxième chose, qu'on veut une Europe écologique. Que oui, on veut du Green Deal, qu'on pense que l'Europe est une solution pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le réchauffement climatique. On dit aussi, par exemple, qu'on ne veut pas des nouveaux OGM. Eh bien, je trouve que c'est un exemple extrêmement parlant. Vous savez, les OGM, c'est un combat écolo depuis très longtemps. On a eu un vote sur l'introduction de nouveaux OGM. Eh bien, les écologistes ont voté pour rejeter ce texte. Les socialistes, Raphaël Glucksmann, a voté pour ce texte. Je pense que c'est l'exemple parlant de pourquoi il faut être extrêmement clair sur la proposition. Donc il y aura zéro ralliement d'ici le 9 juin, non, zéro même ralliement. pas en rêve. Tout le monde aura la possibilité de mettre un bulletin écologiste dans l'urne le 9 juin. Raphaël Glucksmann, il dit autre chose. Il dit qu'il faut une économie de guerre pour aider davantage l'Ukraine. Il voudrait lui-même envoyer des mirages aux Ukrainiens. Est-ce que vous trouvez que sur ce point-là, il va trop loin? Oui, je ne pense qu'il ne faut pas d'économie de guerre. Qu'est-ce que c'est une économie de guerre? C'est mettre toutes nos forces productives, toute notre économie au service de la guerre. Je pense que ce n'est pas la solution. À l'inverse, les écologistes proposent de mettre en œuvre la sobriété et la transition écologique. Pourquoi ça aide? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde dit stop à la Russie, mais qu'on continue à leur acheter du gaz, qu'on continue à leur acheter des produits agricoles, qu'on continue à leur acheter des engrais. Aujourd'hui, on dit en fait, il faut arrêter avec ce modèle qui nous rend dépendants de la Russie. Il faut qu'on arrive à avoir une sobriété énergétique qui fait qu'on peut se passer du gaz, qu'on peut se passer de l'uranium enrichi de la Russie. Donc il faut s'arrêter. Jean-Luc Mélenchon, 10 secondes, il ne vous fait pas de cadeau pendant cette campagne? Non, on ne s'attendait pas de cadeau de sa part. Et comment ça se fait?
Mais on est en campagne, on a des projets qui sont concrètement différents. Là, c'est sur l'Ukraine, vous le savez, nous, on est intransigeants. Il faut soutenir l'Ukraine d'une première manière, c'est-à-dire le soutien par l'envoi d'armes. Et la deuxième manière, c'est effectivement arrêter de financer l'effort de guerre russe en arrêtant d'importer du gaz. Donc on est extrêmement clair, chacun ses positions, et je pense que nous saurons convaincre le 9 juin que le bulletin écologiste, c'est le bon bulletin. Eh ben, on verra ça le 9 juin. Merci beaucoup, Noël Châtelain. Bonne journée à vous. Et merci Alix, on vous retrouve à 8h10 pour votre édito politique. Juste avant le journal de 8h, on parle économie avec David Delos. Et question ce matin, quelles sont les enseignes préférées des